Pierre, bonjour. Salut Fabien. Ouais. Ravi, ça fait un moment. Mon plaisir. Ouais, Vraiment. bien. Ravi de t'accueillir ici chez moi, en ma demeure, dans ma cuisine. Merci beaucoup, c'est une grande joie de venir chez toi, enfin. C'était un rendez-vous qu'on s'était promis, qu'on avait reculé, et finalement, ça se passe. T'as attendu qu'il fasse 0 degré, une bonne hormèse pour pouvoir venir, quoi. Exactement. Le mois d'août, ça te convenait pas? Ah, le sud de la France, ça me gonfle. Il faut que je monte un petit peu dans le nord. Ok. Bon, bah ravi, on va pouvoir parler de tout ce que tu fais. Ouais. Donc là, on a commencé par l'hormèse, mais est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr. Donc, Pierre Dufraisse, je suis naturopathe, une passion et une profession qu'on partage tous les deux. Je suis né à Avignon, j'ai grandi dans cette belle région du sud de la France. J'y ai toujours vécu, sauf une période de ma vie où j'ai vécu au Japon pendant environ 6 ans. D'où le magnifique t-shirt qui m'accompagne. C'est notamment au Japon que j'ai commencé à m'intéresser à la santé en termes généraux. La santé a toujours fait partie de ma vie à travers le sport, à travers comment être la meilleure version de moi-même. En fait, ça m'a toujours frustré de voir des gens qui font des choses extraordinaires et de me dire que je suis sans doute capable de faire quelque chose, mais je ne l'exprime pas dans ma vie. Et ça, cette non-acceptation de cette espèce d'état d'être, de médiocrité en fait, ça m'a toujours suivi. C'est-à-dire que quelque chose qui est médiocre, pour moi, accepter la médiocrité, c'est le plus haut taux d'égoïsme. Et ça, je l'ai toujours ressenti. C'est toujours comment je m'améliore. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de mieux, etc. Donc vraiment, cette approche optimaliste de la santé, ça m'a toujours suivi. Et les Japonais sont assez comme ça. C'est-à-dire, il y a des phénomènes, enfin, il y a des états d'esprit comme le kaizen, c'est-à-dire, il y a une chose qui existe, et ben, comment on peut l'améliorer? Ça, c'est vraiment dans l'état d'esprit japonais. J'ai découvert ça et ça m'a beaucoup parlé. Culture japonaise, bon, j'adore. Je viens de la génération, et tu l'as sans doute aussi connu, des dessins animés japonais qui ont été introduits en France dans les années 90, des jeux vidéo, etc. Donc ça m'a beaucoup marqué dans mon enfance et ça m'a donné envie d'aller au Japon. Mais il y a plus que ça. Dans la culture japonaise, il y a des notions qui sont vraiment très très intéressantes. Je suis tombé amoureux de cette culture, j'y ai vécu donc environ 6 ans et j'ai découvert l'hygiénisme là-bas. Parce que être expatrié, il y a un truc, c'est que nos sources d'information, ça devient vite Internet. On passe plus par les grandes chaînes médiatiques, de télé, etc. Et en farfouillant un petit peu Internet, on trouve des trucs alternatifs, des choses qui sortent des sentiers battus. Et je tombais sur naturopathie, hygiénisme, comment faire de la prévention. Ça a été une période où aussi j'ai perdu mon père d'une leucémie. Donc 3 ans de chambre stérile, chimiothérapie, etc. Un parcours vraiment où toute la famille, c'était très dur pour nous. Donc je me suis dit, comment on peut apporter de la prévention pour que d'autres gens ne vivent pas ce qu'on a vécu nous? Ça a été le combat, enfin c'était le combat. Ça a été la voie sur laquelle j'ai voulu m'engager dès le départ. Je suis rentré en France, j'ai fait une école quand même qui s'appelle Esculap à Aix-en-Provence de naturopathie parce que je me suis dit, bon, tu as été formé au Japon, regarde quand même ce qui se passe en Occident au niveau de la naturopathie, ça doit être différent. Et puis j'ai commencé à travailler comme naturopathe en ouvrant un cabinet à Villeneuve-les-Avignon. Voilà, ça c'est le côté naturopathie. L'hormèse, on a commencé à en parler un petit peu, c'est aller chercher le vivant là où on pense qu'il n'est pas. Qu'est-ce qui se passe dans l'inconfort? Quelle est notre narration interne? Qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire quand tout d'un coup on se met dans un bain à 0 degré, quand on fait un exercice physique très intense, quand on se prive de nourriture, quand on jeûne? Qu'est-ce qu'on se raconte quand on est face à nous-mêmes, quand les masques tombent? Ça, c'est ma grande passion du moment. Et je me rends compte que on redécouvre les forces internes que l'on a en nous. Parce que les gens, ils ont très vite fait d'oublier qu'ils sont des êtres exceptionnels. Ils oublient très facilement qu'ils ont traversé 20 fois l'enfer. Et le jour où tu leur demandes d'arrêter le gluten, oh non, c'est pas possible. Non. Fabien, pas le gluten. Je peux pas arrêter de manger du pain et des pâtes. Punaise, mais vous avez eu un cancer, vous avez eu
vous avez perdu toute votre famille dans un accident de voiture, c'est parce qu'en cabinet, tu entends des histoires de vie. Tu te dis, mais c'est pas possible, comment cette personne peut encore être debout? Fonctionner, ouais. Elle s'est relevée 20 fois après avoir traversé vraiment l'enfer. Tu lui parles de changer ses habitudes alimentaires, on dirait que c'était... Prenez bien conscience que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, d'une force incroyable, et voilà, réappropriez-vous de l'amour-propre. C'est en ce sens pour moi que l'hormèse, c'est-à-dire se mettre volontairement dans une situation stressante afin d'améliorer l'organisme, pour moi en ce sens l'hormèse c'est une école. On fait un cheminement intérieur et on redécouvre que on est capable de faire des choses extraordinaires. Voilà, ça c'est mon approche actuelle de la santé, c'est le renforcement et se réapproprier de l'amour-propre pour évincer enfin cette peur qui est le premier facteur limitant de la santé. Moi, ce que j'aime bien dans ton approche, c'est tu as appris l'hygiénisme au Japon, mais l'hygiénisme d'une école sheltonienne, si je ne me trompe pas, donc Shelton qui était un biologiste américain, qui est décédé en 84-85. Donc Amérique, Japon, puis France. Donc c'est ça qui est intéressant déjà sur le parcours théorique, c'est qu'il y a une approche culturelle en 3 étapes. Et moi, si je devais résumer ton approche, c'est physiologie et philosophie. Un petit peu, en gros, t'es pas dans le soin, t'es pas dans la thérapie, t'es pas, même si on y revient souvent dans le symptôme, t'es vraiment dégagé de tout ça. Et ton aspect pratique, il est vraiment plus physique dans l'incarnation du ressenti. Et moi, j'aimerais bien que tu nous partages ce qui t'a amené à vraiment être au plus près du corps, dans l'approche physiologique, à 50%, parce que tu fais des vidéos très pédagogiques dans ce sens-là pour expliquer ce qui se passe au niveau des circuits hormonaux, des circuits nerveux, de la physiologie digestive. Et puis, comme tu le disais, cette approche incarnée très concrète, d'éprouver le corps, c'est-à-dire de justifier ces explications théoriques. Alors, est-ce que tu pourrais développer là-dessus sur qu'est-ce qui te passionne dans le corps humain et dans l'activité physique que tu fais et de ce que tu proposes? On a 2 heures devant nous, voilà. On a du temps, on a de la batterie. Il y aurait tellement à dire, Déjà, l'expérimentation. On a un corps, on est fait pour exploiter toutes les potentialités qu'il nous propose. On a 2 jambes, on a 2 bras, il faut l'exploiter. Tu sais, quand je vais au supermarché ou quand j'observe les gens de nos jours qui sont soit sur leur smartphone, soit assis, soit en voiture, au bureau, etc., je ne vois que les limitations en fait, que des potentiels en nous qui ne sont pas exploités, c'est-à-dire des espèces de portes qui sont verrouillées. Et avoir la bonne clé pour ouvrir ces potentiels-là, ça ne demande que à les mettre en place en fait, qu'à les expérimenter. La théorie c'est magnifique. L'approche hygiéniste et naturopathique, je l'aime beaucoup parce que c'est une science. C'est pas pour moi une médecine, c'est vraiment une science, c'est-à-dire on va réapprendre comment fonctionne le corps et par cette connaissance-là, on va en découler des bonnes règles de conduite. Donc on rentre par la porte savoir. On se réapproprie une forme de savoir. Une fois qu'on a compris, je vais commencer à pouvoir faire les bons choix. Il y a une certaine frange de la population qui va y arriver de manière autonome, ça. Tu lui apprends, on connaît tous, tu vois, ce genre de patients qui viennent nous voir en cabinet, tu leur dis, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, parce que ils vont dire, ok d'accord, j'ai compris. Et ils vont cheminer tout seuls, après ils vont être autonomes. C'est réglé, la personne tu la reverras plus une deuxième fois, ok, pas de problème. T'en as d'autres, c'est pas possible. Tu leur expliques, ils comprennent, ils disent oui, d'accord, j'ai compris, ça passera pas. Il faut qu'ils passent par une forme d'expérimentation, de reconnexion avec le corps. Et ça, pour moi, ces genres de personnes-là, je leur dis, faites quelque chose de physique. Faites quelque chose de fort, d'intense, de physique. Que ce soit de la course à pied, que ce soit de la marche, que ce soit expérimentez, ressentez le vivant, ressentez votre corps. Et à partir de là, on a un point de départ tangible. D'un coup, c'est concret, c'est dans la réalité. Et là, ils arrivent à cheminer. Si ça reste que théorique, ces personnes-là, ils n'y arriveront pas. Et c'est en ce sens-là que l'expérimentation physique, ça peut être le sport, parce que quand on dit physique, on pense tout de suite à ça, mais ça peut être tellement d'autres choses, ça peut être le yoga, ça peut être une activité autre, ça peut être plein de choses, juste la marche.
Mais l'expérimentation physique, pour moi, est totalement en corrélation et même ne peut pas être séparée de la philosophie, de la compréhension de la physiologie. Non, c'est deux pendants deux côtés d'une même pièce, finalement. Et moi, c'est en ce sens-là que je pense que le physique, en tant que tel, la reconnexion en fait au ressenti. C'est ça qui est important, c'est qu'on dit que notre société est de plus en plus connectée, parce qu'on entend ça du côté internet, on est connecté, on est connecté. Plus on est connecté à ces outils, en fait plus on est déconnecté. Plus on est déconnecté de nous-mêmes. On ne sait plus ce qui se passe, quoi. Les gens ne peuvent plus passer du temps avec eux-mêmes. Et l'analyse surtout des... Parce que des micro-signaux, on en a en permanence, c'est surtout ça. C'est-à-dire je pense que le grand apport de l'activité physique, là on dit en générique sport, mais en gros prêter une attention à son corps à travers une activité, c'est d'avoir des ressentis plus exacerbés parce qu'on se retourne vers lui. Et en fait on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'informations, de micro-informations qui circulent dans le corps, c'est-à-dire on prête souvent pas attention au bâillement. On va avoir mécaniquement envie de faire ça parce qu'on a une position statique au bureau. Et quand on est tourné vers le corps à travers ce que tu peux proposer, c'est vrai qu'il va y avoir une dire, tiens, peut-être que je devrais faire ce mouvement-là, peut-être que je devrais aller faire une sieste parce que je baille. Et comme tu le dis, je pense que c'est intéressant quand on est dans une dynamique de prise en charge, d'avoir ce côté où on se tourne vers nous-mêmes. Alors, toi, tu vois l'activité physique, tu as parlé de yoga. Je sais que tu t'intéresses beaucoup à la respiration aussi. Est-ce que tu pourrais juste présenter ton approche toi, de la respiration, qui me semble moi fondamentale, autant que là, parce qu'on parle beaucoup de nourriture, toi comme moi on parle beaucoup de physiologie digestive parce que c'est une porte d'entrée, et puis que ça permet de se responsabiliser 3 fois par jour. Mais il y a un acte anodin qui est la respiration, qui est un mouvement autonome, sur lequel on prête peu attention, et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Je sais que tu pourras en parler longuement, c'est une grande passion. Et je pense que c'est important que tu présentes ça autant que le physique. Ouais. La respiration, c'est toujours là. C'est comme la nourriture aussi. Pour moi, on juge de la discipline d'une personne quand elle est face à son assiette. C'est toujours là, tu sais, c'est des choses qui sont constantes, qui sont dans notre quotidien. Et le comportement face à ces choses-là, qui sont immuables, qui nous accompagneront toujours tout le long de notre vie, c'est pour moi les meilleurs repères pour voir en fait la vraie personnalité de quelqu'un. Et la respiration c'est pareil, la respiration c'est tout le temps. C'est le meilleur outil de santé pour moi. Vraiment, il n'y en a pas un autre qui soit équivalent pour cheminer vers la pleine santé. À travers la respiration, on peut réguler tout notre système adaptatif, notre système nerveux, hormonal, etc. Et là, comme on dit, il y en a qui ont fait le job, quoi. Médecine ayurvédique, la médecine chinoise, les vieilles médecines ancestrales qui reposent sur des millénaires de pratiques, ils ont fait le job. Franchement, les informations sont là. On n'a plus qu'à passer à la pratique. Il faut arrêter de se faire des nœuds dans le cerveau, se dire c'est quoi la meilleure méthode, comment je dois faire, etc. Mettez le nez dans un livre, un quart d'heure, et vous aurez des super exercices, que ce soit des pranayamas, que ce soit, etc. Dans cette optique de optimiser le corps humain, etc., les Américains ils aiment bien utiliser le terme de biohacking, donc comment hacker le corps humain. En fait, c'est pas du transhumanisme, hein, c'est justement déverrouiller les potentiels qui sont en nous. Il y en a qui se sont amusés à aller fouiller vraiment loin et à en tirer des méthodes très puissantes. On parle beaucoup de Wim Hof, qui a inventé son hyperventilation contrôlée. C'est totalement issu du yoga et des pranayama. J'ai été formé au yoga Tummo, donc avec cette exposition au froid, mais une part extrêmement importante, c'est les techniques de respiration aussi du yoga. Plus j'apprends la physiologie, plus je me rends compte du lien entre système digestif, nerveux, hormonal et respiration. C'est-à-dire que quand on respire, l'ensemble des nerfs qui soutiennent le bas des poumons sont surtout des neurofibres du parasympathique. Donc plus on respire par le nez, plus il y a de l'oxyde nitrique qui est sécrété, plus on respire au niveau du diaphragme, plus on sollicite le parasympathique, donc plus on se relâche. Plus je respire par la bouche, plus j'ai une respiration haute, plus
j'entretiens un état d'anxiété finalement du système nerveux sympathique. On fait des liens comme ça, anodins. On parlait hier, on regardait un livre ensemble et je disais, ah, est-ce qu'il parle du muscle de Treitz? C'est un muscle qui relie la portion mobile du duodénum et du diaphragme. Donc en fait, le diaphragme, il permet l'avancée du bol alimentaire et des selles. Ah ben tiens, un lien entre le système respiratoire et le système digestif. C'est infini. C'est infini. Il n'y a pas de séparation à faire. Nous, pour bien comprendre dans notre cerveau humain du 21e siècle, on fait des catégorisations. Les grands systèmes, système nerveux, hormonal, digestif, respiratoire. En fait, on ne devrait pas le faire. Si on se regardait au microscope, finalement, on ne verrait pas de différence. Quelle est la différence entre ma peau et ta chemise? Il n'y en a pas. Si tu regardes au microscope, c'est une continuité d'atomes, de quarks, d'électrons. Il n'y a pas de différence. Hein. C'est nous qui voyons ça, qui scindons les choses. Et après, c'est pas ésotérique de dire ça, hein, parce que c'est vraiment concrètement ce que nous apprend la science. C'est que on est un individu qui ne peut être ce qu'il est que s'il est dans l'environnement, cette planète Terre, dans notre système solaire. C'est ce qu'on appelle l'homéorésie, on parle beaucoup d'épigénétique, mais c'est vraiment cet environnement-là qui a donné naissance à l'être humain, qui a donné naissance à Fabien Moine, qui a donné naissance à Pierre Dufraisse, et qui fait nos différences, etc. Et cette homéorésie... Moi, je suis un être divin, donc c'est à part. C'est vrai, tu es un peu au-dessus. Un autre moment, ouais. Au-dessus, c'est le soleil, sans doute. Mais ça permet, cette homéorésie, c'est ce qui permet l'homéostasie interne. Et on a un petit peu tendance à regarder tout ce qui se passe à l'intérieur, comme dirait Pierre Etchart, que j'ai eu sur la chaîne. Et l'homéorésie, c'est ce qui régule, et l'hormèse, c'est ce qui renforce. Mais il faut vraiment comprendre que on est ici, sur cette planète et dans ce système solaire. L'être humain a pu naître ici parce que les conditions étaient réunies pour ça. On parle d'aller habiter sur Mars, mais on n'est pas du tout fait pour habiter sur une planète qui n'a pas du tout la même gravité, pas du tout le même air, pas du tout. On a évolué pour avoir la densité osseuse qui répond à cette planète, etc. Ça, c'est très important de se remettre en contexte ce genre de choses pour bien comprendre vraiment la magie du corps humain et dans sa globalité et dans son environnement. Tu parlais d'Asie, il y a aussi la médecine chinoise. C'est qu'on n'étudie pas les systèmes en eux-mêmes, on les connaît, mais quand il s'agit de santé, on ne va pas se figer sur un système, le système nerveux ou le système entérique. On va voir la globalité et comment fonctionnent les systèmes entre eux, et c'est ça que j'aime dans ton approche. Et je pense que le fait que tu aies changé de culture à des périodes fondatrices de ta vie t'a amené, enfin moi c'est ce que j'aime chez toi, à avoir une vision globale. Et toi tu parlais de microscope, c'est de l'hyper-spécialisation, ce qui est bien, mais que du coup on va rester quand même figé, même dans des approches alternatives, sur des micro-phénomènes. Et d'ailleurs quand on voyage on se rend compte que moi je présente beaucoup la respiration un peu partout dans le monde, et à chaque fois on me dit tiens c'est comme, puis 3 petits points, quelque chose, donc on va parler vivement ou autre chose. Ouais. Dans cette optique-là, donc médecine chinoise ou Ayurveda, il y a des notions de renforcement pour stimuler le tempérament de la personne. Toi, tu es vraiment dans le renforcement, débloquer le potentiel de l'individu. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler aussi cette notion d'hormèse, et je dirais les hormèses, parce que comme tu dis, Wim Hof, il est très populaire aujourd'hui, mais quelque part, il y a tout un monde derrière ce qu'il propose au niveau hormétique, et puis chacun va trouver un petit peu sa porte d'entrée. Est-ce que tu pourrais nous en présenter plusieurs? Bien sûr. L'hormèse, les processus hormétiques au niveau cellulaire, c'est-à-dire ça repose sur une loi, on dit la loi de l'hormèse, qui est toute simple. On connaît tous ça. Par exemple, vous prenez une plante qui a poussé en haute montagne, qui est arrivée à s'adapter dans un milieu hostile, c'est-à-dire il fait froid, il y a du vent, etc., il y a peu de nutriments, etc. Elle est plus résistante qu'une plante qui a poussé en plaine, où le campagnard, le gars qui vit à la campagne, qui vit avec ses bêtes en haute montagne, généralement il a un système immunitaire plus robuste, etc. C'est-à-dire que soumis à un environnement stressant, le corps
un organisme a tendance à se renforcer. Et ça, la loi de l'Hormèse nous dit, ok, si le stress est puissant, violent et court, et qu'il est jugulé après par un temps de repos, tous les signaux en fait d'agression entre guillemets qu'il a reçus va donner comme ordre au corps de se renforcer. Ça, c'est vraiment expérimenter des pics d'activité. Alors derrière activité, il y a beaucoup de choses à mettre, hein, mais c'est expérimenter ces pôles de stress et de non-stress. On est fait physiologiquement pour ça. On n'est absolument pas bien équipé contre la chronicité. Le stress chronique actuel, c'est-à-dire vous êtes anxieux du matin au soir parce que vous avez des problèmes d'argent, parce que votre boulot n'est pas épanouissant, parce que vous avez un patron qui vous crie dessus toute la journée, parce que vous êtes sédentaire, parce que voilà, il y a le stress, etc., machin, la pollution, ça nous laisse en fait constamment dans un état de stress latent qui est peu élevé, qui n'est pas le rush d'adrénaline, mais qui est tout le temps là. Et ça épuise l'organisme. Et ça, c'est vraiment délétère. On parle de stress oxydatif, on parle de plein de choses. Ça, vraiment, ça nous détruit de l'intérieur. Alors que si on vivait vraiment comme un animal sauvage qui est... que vous pouvez même, votre animal de compagnie, votre chat ou votre chien, vous allez bien voir comment il vit, c'est-à-dire, il pionce. Mais alors, il pionce à 100%, on voit bien qu'il pourrait passer n'importe quoi, il dort. Et tout d'un coup, il voit un oiseau ou quoi, et il cavale, il sprint à fond. Et puis, il revient dormir. Ou ce que fait l'enfant. Ou ce que fait l'enfant. Voilà, c'est nos meilleurs professeurs, les enfants et les animaux, qui sont tellement en connexion, on en revient toujours à la même chose, mais tellement en connexion avec leur propre ressenti, qui vivent sur l'instinct. Ils vivent dans l'instant présent, c'est ici et maintenant. Parce que nous, avec les smartphones, avec les réseaux sociaux, etc., on en est complètement déconnecté. C'est en ce sens que la loi de l'Hormèse, donc cette exposition au stress, et derrière le stress, on peut mettre le froid, l'exposition au froid par exemple. On va créer un état d'urgence. En fait, le but de la loi de l'Hormèse, c'est de sursolliciter d'un coup, d'un seul, le système nerveux sympathique, donc qui est modulé par les neurotransmetteurs comme l'adrénaline, la noradrénaline. On connaît tous un petit peu ça, le coup de rush quand, par exemple, vous êtes en train de conduire, un enfant traverse la route d'un seul coup, c'est... Et là, tout d'un coup, on a l'adrénaline qui monte en nous, on sent ce rush. Il faut qu'on aille chercher cette sensation-là, et on peut la trouver par un exercice physique très intense, par une douche froide ou un bain froid, par le sauna ou un bain hyperthermique aussi, ça peut nous placer dans une forme de, comme ça, d'état d'urgence, où le corps se dit, oh là là, il y a danger, danger de mort. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me renforce. La privation de nourriture en est un autre. Ok, il n'y a plus de nourriture, ok, il n'y a plus de bouffe, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on envoie l'adrénaline, on envoie la noradrénaline, on fait un boost d'hormones de croissance, on se rend plus fort, on dégage de l'énergie, on remet du glucose dans le sang, on met les choses en branle pour aller chercher une nourriture en haut de l'arbre, pour trouver un animal sauvage, Voilà, on est sur le qui-vive. Donc, le corps, la réponse à ça, c'est on se renforce. Ce qui est magnifique, c'est vraiment une intelligence, une adaptation parfaite. Donc, partant de ce principe-là, si on est un peu malin, on peut se dire, ok, si je cultive ça au quotidien, il y a de grandes chances que je me renforce et je devienne un individu plus performant, quoi. Mentalement, psychologiquement, physiquement. Bref, psychiquement, t'allais dire psychiquement. Ouais, psychiquement, clairement, oui. évidemment. Je vais être une meilleure version de moi-même, quoi. Et ça j'adore. Se changer de l'intérieur, j'adore. Parce que quand j'étais petit, moi j'étais en surpoids, j'étais le dernier de la famille, donc petit chouchou, etc. Et si tu veux, la non-congruence, c'est quelque chose, pour moi, je ne le supporte plus. C'est-à-dire le parler vrai. J'aimerais qu'on soit plus dans le parler vrai. Si vous êtes en surpoids, dites-vous bien que vous êtes gros. Regardez-vous dans le miroir et ne vous cachez pas la vérité. Tous les gens autour de vous qui veulent pas vous blesser, qui disent « Ah ben non, t'es pas gros, mon chéri, etc. » Pour moi, ça, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que se contenter de cette médiocrité-là. Si vous voulez s'il y a vraiment un aspect de votre vie que vous voulez changer, qui vous gonfle, c'est là, voilà, vous avez du surpoids, ou vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous avez un problème de peau, rentrez dedans, vraiment, mettez tout en branle pour changer. Et la loi de l'Hormèse, c'est ça qui est beau, c'est qu'on va se mettre vraiment dans l'inconfort, on va parler vrai, on va dire, ok, je suis gros, j'ai du surpoids, qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant c'est accepté, c'est bon, j'accepte. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, ici, maintenant, pour régler le problème?
bah, je vais aller gratter là où ça fait mal. Je vais aller vraiment me mettre dans l'inconfort. Et petit à petit, on se dit, ah mais je suis capable de faire des choses extraordinaires. Oui, puis de reconnaître aussi, de se dire, bah, même si c'est une action thérapeutique, entre guillemets, bah, de reconnaître que bah, quand on se met dans l'hormèse, oui, c'est inconfortable. Des fois, on est mal, mais en fait, d'accepter cet état-là comme un avancé, parce qu'il y a un effet de polissage, tu parlais des paroles des proches, mais je veux dire, où on doit fuir tout symptôme désagréable. Et donc, l'approche de l'hormèse, c'est quand même de se mettre dans une limite d'inconfort. Et moi, je trouve que c'est intéressant, ça rejoint ce que tu disais dans les consultations, de passer par le physique. La plupart des gens disent, je ne me pensais pas capable de. Et après, ça donne une clé pour entreprendre mille et une choses dans son quotidien. L'amour-propre. Et oui, en plus, la reconnaissance des élans positifs et des actions qu'on peut faire. Et c'est ça, moi, que je trouve, enfin, quand tu fais une bonne séance, moi j'adore le HIIT, par exemple, après une bonne séance, je dis, mais je pensais pas pouvoir la tenir. Ah, mais c'est un état de plénitude. Ouais. On est super bien. Ouais. Ou l'apnée. On dit, bah là, moi souvent dans ma tête, je me dis, je vais aller jusqu'à la limite. Je fais souvent l'exemple, j'arrive à la limite, et on compte jusqu'à 10 après la limite. Et la plupart des gens disent, bah oui, il y avait une limite, mais elle a été repoussée pour tout le monde facilement. On va déclencher des spasmes qui ne sont pas agréables, le corps appelle de l'air, mais on se rend compte qu'on peut les contrôler par le mental, et c'est pas violenter le corps, c'est le mettre dans une zone qui est lui limite, mais qui est possible à étendre. Et on parlait tout à l'heure de... Toi, tu fais beaucoup de crossfit, et donc c'est vrai qu'on se met dans le dur avec ces exercices-là. Et le fait de le mettre en groupe va nous donner la possibilité de nous dépasser par quelqu'un qui dit bah non, là tu peux y aller plus. Et en général, on nous fait confiance, ça peut être quelqu'un qui est plus expérimenté, un coach. Et moi, en apnée, c'est comme ça, on dit bah non, tu peux aller au-delà des spasmes. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on développe évidemment les capacités d'adaptation du corps, mais également les capacités d'adaptation psychique, ce qui nous renforce pour tout un éventail de choses. Et là, on est presque sur une démarche spirituelle. Alors, je sais que toi, c'est des questions qui t'intéressent beaucoup, et ça revient à ce que je disais entre physiologie et philosophie. Comment tu entrevois, toi, dans l'activité physique, on va dire même concrètement le sport, un développement spirituel? Bah, tu touches en fait, pour moi, à l'aspect principal, c'est-à-dire que dans l'inconfort, les masques tombent et on se retrouve face à soi-même, face à ses vraies peurs, face à l'éviction du stress que l'on fait d'habitude au quotidien. C'est-à-dire, il y a un truc qui fait mal, il y a un truc que je préfère mon petit confort habituel. Tout d'un coup, volontairement, on se met dans une situation qui n'est pas agréable. Mais comme le disait très bien, j'ai été formé par Ido Portal, je suis allé cet été à Lisbonne. Ido Portal, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui travaille dans le mouvement, mais c'est avant tout un philosophe, qui disait « It doesn't have to be fun to be fun ». Il ne faut pas forcément que ce soit fun pour que ce soit fun. Mais on va prendre du plaisir à faire un truc qui est inconfortable. Parce que dans l'inconfort, on se découvre soi-même. Dans l'inconfort, on peut aller faire un voyage intérieur, un cheminement philosophique, mental, en faisant quelque chose de physiquement dur. Ça, j'adore. Et tous les gens qui ont fait du sport, n'importe quel, je sais pas moi, du vélo, de la course à pied, ça savent très bien que dans le rouge, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui compte. Vous êtes seul face à vous-même. Et ça, c'est beau. Là, c'est vraiment, on prend 10 ans de sagesse, quoi. On apprend vraiment où sont mes forces, où sont mes faiblesses. C'est en ce sens-là où, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, il n'y a pas de délimitation à faire entre physique et psychologique. On est un seul et même individu, et c'est en expérimentant toutes les portes d'entrée qu'on peut vraiment prendre du recul après et voir comment aborder notre quotidien. Après, tout d'un coup, quand au quotidien on cultive cet inconfort, quand vous allez vous retrouver à la poste ou au supermarché et qu'il va y avoir une queue pas possible, vous n'allez pas tomber dans le piège tout de suite de vous énerver, ah punaise, il y a la queue là, je suis en retard, etc. Non, vous saurez gérer les petits stress qui finalement n'en sont pas, des petites épreuves du quotidien. Et là, vous voyez très bien les gens qui sont pas du tout adaptatifs. Pour moi, la santé, si tu devais me demander une définition de la santé, c'est l'adaptation. Tu arrives différentes situations dans la journée, est-ce que tu es capable de t'y adapter? Tu as des gens, tu leur dis rendez-vous à 15h, et puis à 14h, tu les appelles, tu dis ah, je suis désolé, finalement, est-ce qu'on peut se voir à 16h?
ah, c'est la fin du monde. Mhm. Alors punaise, mais on avait dit 15 heures, ils sont complètement déboussolés, impossible de s'adapter à une nouvelle situation, à un changement, même si c'est minime. Pour moi, ça c'est le contraire de la santé, tu vois. C'est vraiment pas pouvoir gérer, donc vous n'êtes pas du tout adaptatif, vous pouvez pas vous adapter au monde qui vous entoure, vous n'êtes pas en santé. Être en santé, c'est pas... pour moi, c'est pas manger des 5 fruits et légumes par jour, Avoir une capacité de réponse. Mais- Est-ce que tu pourrais finir en parlant d'un côté, on va dire, plus justement philosophique ou spirituel sur cette définition de l'adaptation et puis de la révélation de potentiel? Ouais, pour la philosophie, j'y ai un petit peu touché tout à l'heure, mais c'est... tu sais, bon, les garçons, ils ont des images quand ils grandissent de héros. Tu vois, j'ai mis le truc de Sangoku, tu vois, de Dragon Ball, parce que je suis né dedans et que ça me parle, tu vois, c'est viscéral, ça remonte à l'enfance. Moi, les personnes qui m'ont le plus influencé, évidemment, en tant que garçon, c'était mon papa et mon grand frère. Donc, tu sais, tu as une image devenir un homme costaud, musclé, fort, tu vois, vraiment la force. Même si ma sœur et ma mère m'ont influencé et sont aussi des personnes que j'aime et qui m'inspirent beaucoup. Mais tu vois, il y a un truc qui revient souvent dans les médias actuels, dans les interviews, c'est quelles ont été vos influences, quelles sont les personnes qui, pour vous, continuent de vous influencer, quelles sont vos références, quoi. Tu vois, alors, le sportif, il va te dire, ah ben moi, c'est Usain Bolt, ou le philosophe, il va te parler de Kant ou de Descartes, tu vois, ils vont prendre des références comme ça. La philosophie de la loi de l'Hormèse, c'est devenez votre propre héros. C'est qu'un jour, quand on vous pose cette question, pour vous, quel est votre héros? Il dit, ben, c'est moi-même. Parce qu'au quotidien, je suis capable de faire des choses extraordinaires. Moi, mon but, c'est d'arriver à un moment de ma vie où je me dis ça. On me pose cette question, j'ai beau réfléchir, en fait, la personne la plus extraordinaire, ben, c'est moi. Parce que je fais des choses, au quotidien, je me surprends, au quotidien, je me dépasse, au quotidien. Et ça me donne une assurance, et surtout, ça me donne la possibilité de vivre sans peur. Pour moi, ça, c'est la clé de la santé. L'éviction de la peur, l'amour-propre. Et le truc, c'est qu'on est tous exceptionnels. Chacun d'entre vous, toutes les personnes qui écoutent et qui regardent cette vidéo, vous êtes un être exceptionnel. Seulement, vous ne le savez pas, et il faut vous le rappeler constamment. La loi de l'Hormèse, c'est de se le rappeler constamment. Mais ça peut aller très vite, hein. Ça peut être une simple petite douche froide tous les matins. Tu dis, punaise, je me sens vivant là. En plus, j'ai fait une douche froide, je pensais, moi qui suis frileux, et tout d'un coup, j'ai fait un truc exceptionnel. Tu parlais tout à l'heure de sortir capable de se transcender quand on est en groupe, dans le sport, etc. Et à quel point j'avais fait une vidéo qui s'appelait Nos croyances sont nos limites, avec l'effet Bannister. Bannister, c'était un sportif qui, on lui disait, il devait courir le miles, alors je sais plus si c'était en 3 minutes, enfin bref, on va dire 3 minutes. Les scientifiques de l'époque, je crois que c'était dans les 80 ou 60, enfin je sais plus, les scientifiques de l'époque disent, l'être humain, on a étudié tous les muscles, système cardiovasculaire, il ne peut pas courir le miles en moins de 3 minutes. Donc tout le monde s'était mis dans cette idée-là, pas possible. Donc personne ne le battait, on faisait tous 3 minutes 2, 3 minutes 3, etc. Et Bannister, il est arrivé avec une mentalité de fuck, je vais le faire, je vais y arriver. Il a battu le record. À partir du moment où il a battu le record, dans les 6 mois qui ont suivi, 300 personnes ont battu ce record. Nos croyances sont nos limites. Ce que vous pensez, ce que vous croyez, définit votre champ des possibles. Donc, c'est pas facile ça, c'est juste de la théorie. Ok, comment je fais au quotidien pour aller toucher à cette réalité-là? Progresser, petit pas par petit pas. Si c'est pas une douche froide, faites une douche écossaise, chaud-froid. Si c'est pas une douche écossaise, faites juste les jambes. Mais faites quelque chose qui est inconfortable pour révéler qu'en vous, il y a des potentiels extraordinaires. C'est ça la philosophie de la loi de l'Hormèse. Voilà. Parfait, parfait.
Eh ben, écoute, je te remercie Pierre. Mais c'est moi qui te remercie On Fabien. reste là-dessus, on va faire d'autres vidéos ensemble, Ah, oui. d'autres contenus, puis on en refera plein. J'invite vraiment ceux qui veulent creuser ce que tu fais, parce que tu fais un travail de fond assez phénoménal. Donc tes vidéos sur Verisme TV, avec Jean-Louis. Ouais, avec Jean-Louis, grand héros. Et voilà, lui on peut le dire, Il est au-dessus de nous. tableau d'honneur, on peut dire. Donc voilà tes vidéos, les programmes aussi que tu fais, parce que tu fais pas ta pub, mais moi je te la fais parce que je trouve que c'est quelque chose de qualité. Donc des programmes où tu fais du coaching sur le plan physique et sur le plan respiratoire, donc ce qui vient de sortir. Et là, c'est une proposition d'encadrement vraiment très adaptée avec tableau de suivi. Et ça guide. Ce que je disais, il y a un effet entraînant, enfin moi pour faire le programme sur l'activité physique et le sport, moi c'est un élan motivateur. Si je devais, voilà, avoir des opportunités d'impulsion, il faut les saisir. Moi jamais de ma vie j'aurais imaginé faire du sport en salle. J'en suis très heureux, c'est déjà une hormèse mentale pour moi. Et donc je te remercie aussi, sans flagornerie, c'est d'être inspirant et de proposer des opportunités de déclenchement pour trouver des zones d'inconfort et se découvrir mieux. Donc merci à toi encore une fois. Fabien, et à bientôt pour d'autres aventures, puis on va manger un kaki ah bah oui, là, devenir local. c'est bon, Voilà. ça marche. Bye bye.